Le programme d'action pollution PCB, adopté par l'État français, a duré 4 ans. Les analyses toxicologiques ont désigné le flux sédimentaire comme l'élément clé dans la contamination des poissons. Les arrêtés d'interdiction à la consommation frappent toujours le bassin rhodanien. La réserve naturelle de l'île aux Castors sert au prélèvement scientifique. Marc Babut, écotoxicologue, a été l'un des experts sollicités par l'État durant le programme d'action. On a choisi cet endroit parce que c'est une zone de dépôt de sédiments qui n'est pas perturbée. C'est-à-dire que nous avons besoin de dépôts continus pour pouvoir faire correctement les datations. Donc ici, on a un dépôt continu depuis au moins une trentaine d'années, sans perturbation, et c'est lié à la protection du site. Il m'est apparu nécessaire d'aller un petit peu plus loin que simplement mesurer des concentrations de PCB dans des poissons ou des sédiments, d'essayer de comprendre ce qui se passait, quels étaient les processus, et même à les modéliser, comme on dit dans notre jargon, élaborer un ensemble d'équations mathématiques qui permettent de traduire, de représenter ce processus de contamination des poissons. Cette compréhension, elle s'exprime en niveau de concentration, un niveau de concentration qui va engendrer un effet toxique. Et à partir de là, on essaye d'identifier un niveau de concentration qui soit sûr, c'est-à-dire sans effet. Une première approche qui est plutôt toxicologique. Et puis on utilise aussi des informations épidémiologiques qui viennent de l'observation des personnes elles-mêmes. On essaye de mettre en rapport leur état de santé et le niveau de PCB qu'elles ont, par exemple, dans le sang ou dans d'autres organes. Moi, j'ai une vie plutôt très saine, sachant que ma devise, c'est soit bio et tais-toi. Si moi je suis contaminé, alors je ne vous raconte pas les autres, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va développer un cancer. Ça veut dire juste que pour certains types de cancers, on a un facteur de risque peut-être plus élevé. Plus élevé, et donc qu'on mérite une surveillance, j'allais dire plus proche, une surveillance plus soutenue. Tout le monde est exposé au PCB. Toute la population a été et est encore d'une certaine façon exposée au PCB. En fait, il y a un seuil réglementaire pour la présence de PCB dans l'alimentation qui a été adopté en 2006 par l'Union européenne, qui a été révisé d'ailleurs en 2011. L'Europe voulait seulement réduire l'exposition parce qu'il aurait été difficile d'atteindre d'emblée un niveau d'exposition aux dioxines et PCB qui soit sûr d'un point de vue toxicologique, sans pour autant compromettre des activités économiques comme par exemple la pêche. Donc pour éviter de mettre tous les pêcheurs professionnels, mais y compris en mer, j'exagère un peu en disant tous, mais la plupart au chômage, on y est allé graduellement en visant une diminution seulement dans un premier temps. Pour les PCB, on est capable aujourd'hui de conclure que dans un système fluvial comme le Rhône, les concentrations sont en nette décroissance dans les sédiments, ce qui est une excellente chose. Par contre, on n'est aujourd'hui pas capable de dire si les concentrations baissent dans les poissons et à quel rythme. Dans les sédiments, finalement, pour savoir quelle est la tendance, il faut trouver un endroit comme par exemple justement celui qui est derrière moi, prélever une carotte de sédiments. Sur les couches, on analyse les PCB et ainsi on a une tendance temporelle. Le problème des poissons, c'est que si j'attrape 20 poissons ici, je vais en avoir qui ont 1 an, d'autres 2, et ainsi de suite, jusqu'à 14 ou 15 ans pour certaines espèces. Il faudrait que je répète ces analyses dans le temps, mettons sur 6 ans, 7 ans, 8 ans, pour arriver à discerner comment ça évolue dans les tranches d'âge et ainsi conclure sur la tendance. C'est ce qu'on n'a pas été capable de faire pendant la crise et qui, à mon avis, mériterait d'être encore un petit peu développé. De Lyon à Arles, la consommation de poissons est interdite. Nous retournions en vallée de Saône à la rencontre de Frédéric Pin, pêcheur professionnel en activité. La crise écologique a réduit comme peau de chagrin ceux qu'on appelle les sentinelles de l'eau. Malgré la pollution, l'attachement au fleuve semble inébranlable. Aujourd'hui, j'ai posé que des gros filets. Je recherche le sambre, c'est un poisson qui est favori. On peut par contre tomber sur des carpes, sur des silures. Encore interdit à la vente par rapport au PCB en fait. La crise PCB, c'est 95, pour pas dire 98% des rivières de France. L'interdiction totale, comme la Seine, le Bas-Rhône. Et là, dans ce cas-là, eh bien voilà,
Dans ce cas-là, là ils n'ont pas le choix que d'arrêter, hein. Ils n'ont que ça à faire. Et par contre, nous, on n'a que comme la dose de PCB est un peu moins élevée, on n'a que le poisson benthique, donc le poisson bioaccumulateur, poisson gras on va dire, qui est interdit. On donne une mauvaise image de notre rivière, hein. Il n'y a pas que notre profession, c'est aussi l'image de la rivière. Dire qu'on a des rivières qui sont polluées, que le poisson n'est même pas consommable, il n'y a pas quoi en être fier. Le silure, quand il est arrivé, il y avait encore des bancs d'herbiers qui protégeaient de l'écrevisse. La Saône était beaucoup plus profonde, les bateaux étaient beaucoup moins gros. Le silure, il a pris une place importante, il a fait disparaître certaines espèces. Et après, il a commencé à se manger. Et il n'avait plus suffisamment à manger, il faut être honnête, hein. Il est remonté sur des affluents. Et vous avez des silures dans 1 mètre d'eau qui font 1,60 m, 1,70 m. Et la rivière, elle fait 4 mètres de large. Il faut savoir que les pêcheurs en amateur, aux engins au filet, et les pêcheurs professionnels sont des pêcheurs qui ont le devoir et l'obligation, parce que c'est dans le cahier des charges, de donner leur sortie, avec quel matériel ils ont pêché et l'ensemble des prises qu'ils ont faites. Ces données sur la Saône sont enregistrées depuis 1986, donc c'est pas d'hier, hein, il y a déjà un petit moment. Et ces données permettent de savoir exactement l'évolution de notre rivière. À l'heure d'aujourd'hui, c'est les seules données de suivi qu'on a qui sont vraiment les plus fiables. Et c'est pour ça que ces données qu'on a au niveau de la pêche professionnelle, il faut vraiment qu'on les travaille autrement. Il faut vraiment qu'on les travaille autrement. Il faut vraiment qu'on les utilise de façon à... et peut-être à apporter plus d'éléments sur certaines disparitions d'espèces, comme la lotte, hein, la lotte qui était quand même une espèce qui était assez implantée quand même sur nos rivières, hein. Donc là c'est des chevènes. En 2000 sur un filet comme ça vous auriez eu au moins 2 silos. Mais vous auriez eu aussi 20 kg de brème, hein. Car voilà une de brème, déjà pas mal. Voilà. Ça normalement ça aurait été comme ça, je veux dire, sur toute la longueur du filet. S'ils ont disparu, c'est bien parce qu'ils ont bien réduit la ressource. Moi, la photo ici, je la vois tous les jours, donc s'il y a un truc qui ne va pas, je le sais. Les pollutions, elles sont dénoncées à 95% par les pêcheurs professionnels. Même qu'on ne soit pas nombreux. Même qu'on ne soit pas nombreux. Le silure, prédateur monstrueux et opportuniste, accumule dans sa graisse des polluants organiques persistants. Inconsommable, il s'est installé durablement dans la vase. Le lanceur d'alerte au PCB a migré en amont du fleuve vers des eaux moins contaminées. Au-delà de la crise, la pêche reste une passion familiale. De la Saône au Rhône, nous remontions en Savoie vers peut-être le dernier jeune pêcheur professionnel. Comble de l'ironie, Florestan Giroux est le fils du lanceur d'alerte au PCB, responsable involontaire de l'extinction de 50% de la profession. Je suis né dedans puisque mon père exerce cette profession depuis plus de 15 ans.
Quand on grandit au bord du Rhône, on développe un amour pour le fleuve, on développe une passion et c'est l'un des seuls métiers aujourd'hui qui me permettait de vivre en harmonie avec le Rhône, de se lever pour avoir ce bureau-là tous les matins, c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est certainement ce qui me donne la plus grande force et motivation pour continuer, malgré tous les aléas. Ça faisait grosso modo 20 ou 30 ans qu'il n'y avait pas eu de pêcheurs professionnels sur ce secteur. Donc c'est sûr que certaines personnes en sont outrées. Toutefois, il n'y a jamais eu de soucis et il y a toujours eu du poisson pour tout le monde. C'est le principe d'une bonne gestion. C'est ce qu'on appelle un tramail, c'est-à-dire qu'il y a 3 nappes superposées. De la maille de 200 mm, c'est-à-dire 20 cm de côté, et au milieu il y a une maille de 60 mm, 6 cm de côté. Ce qui permet en fait que le poisson ne se maille pas mais fasse une poche. Il est prisonnier dans la poche comme un sac. Il est absolument pas abîmé par le filet, encore moins que les araignées classiques. C'est une méthode qui est utilisée sur les zones d'estuaire quand ils pêchent les carpes pour les conserver vivantes. Nous on l'utilise surtout pour le silure. Parce que vu que le silure est un poisson qui se faufile et qui a du mal à rester piégé parce qu'il a beaucoup de mucus, une fois qu'il a tapé le nez dans le filet, qu'il se rend compte qu'il va être piégé, c'est trop tard parce que quand il se retourne, il a déjà fait le sac. Voilà, là on voit bien, le poisson est juste dans un sac, il n'est absolument pas amidé. On n'a pas de quota à proprement parler, on est limité sur le nombre de filets, sur tous les matériels qu'on peut utiliser. Juste au niveau physique et humain, on se limite tout seul de toute façon. Ça c'est notre passe-temps favori, d'émailler les barbeaux. C'est des poissons qu'on surnomme des torpilles parce qu'ils se roulent dans le filet jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Tant qu'ils arrivent à bouger ne serait-ce qu'une nageoire, ils continuent à tourner. Et ils font des sacs de nœuds assez impressionnants. Hop. Un joli barbeau fluviatile, 85% de la pêche sur le Rhône, c'est du barbeau. Un joli chevenne, donc ça c'est ce qu'on appelle couramment et ironiquement chez nous la truite du Rhône. Parce que c'est ce qui a pris le dessus sur tous ces poissons nobles qui a très peu d'exigences en termes d'habitat, de nourriture, de lieux de reproduction et qui arrive à s'adapter de partout et qui prolifère surtout dans des zones où on a beaucoup de rejets de stations d'épuration par exemple. Je suis sur le Rhône, le cours du Rhône complet, le plus jeune pêcheur professionnel. Des jeunes de mon âge, il doit y en avoir 5 en France. Jusqu'à aujourd'hui, on avait un gros souci parce qu'il n'y avait pas d'école pour apprendre la pêche professionnelle. Je ne peux pas vivre de mon métier. Mes revenus ne me permettent pas de subvenir à mes besoins. Avec tout le travail qu'on fournit pour la valorisation de ces poissons blancs, un jour je pourrais vivre uniquement de ma pêche. Mais aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Il y a 2 points de mesure. Il y a les mecs qui ont le droit de pêcher la nuit, qui raclent le poisson. C'est notre métier. Et nous c'est pour le Rhône. Si vous pêchez sur le Vieux-Rhône, là je vous dis franchement, faut pas que je tombe sur les filets moi. Parce que moi j'habite là-bas derrière. Je suis sur le Rhône, j'habite à 150 mètres. Je vous garantis, si je tombe sur les filets, ils y ont. Alors là je fais de la découpe. Après vous démerderez avec la gendarmerie. Ah bon, j'en ai rien à foutre. Le poisson, il y en a de moins en moins. Les autres sont quand même pas d'une qualité fantastique. Et en plus, si on racle tout ce qu'il y a au filet, c'est plus possible.